Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Caroline Eliachev. Bonjour, merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste et vous venez de publier avec Céline Masson La fabrique de l'enfant transgenre, comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire. C'est paru aux éditions de l'Observatoire et je dois dire que j'ai été très interpellée. C'est un article du Figaro qui m'a appris l'existence de ce livre parce que j'ai été très choquée, je l'avais dit ici, par cet enfant, ce petit garçon qui voulait être fille, qu'on trimballait de plateau télé en plateau télé pour exprimer cette envie de transitionner d'un petit garçon, de devenir une petite fille. Et je trouvais que ce n'était pas la place de la télévision que de montrer cela. Et votre livre alerte sur cette... alors, qu'est-ce qu'on va dire? Épidémie, mode, réalité On va dire réalité pour ne pas choquer. Absolument, parce que on va éviter d'employer le mot norme, mais c'est vrai que c'est... Et votre livre, juste la première phrase de l'avant-propos, c'est depuis une dizaine d'années, voire davantage, les demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents ont connu une explosion inédite. On parle donc d'un ressenti qui a augmenté de 1000 à 4000%. Oui, absolument. Enfin, c'est ce qui se passe. Alors, oui, ça vient des États-Unis, pas seulement des États-Unis, également des pays nordiques qui sont tout à fait en pointe, et d'Angleterre. Et ça arrive avec un petit peu de retard en France, mais voilà, ça prend de l'ampleur. Et c'est pour ça que nous avons jugé nécessaire d'abord de lancer un cri d'alerte, d'informer, parce que beaucoup de gens laissent faire ou ne voient pas parce qu'ils ne sont pas concernés, tout simplement. Et donc ça nous a paru important d'informer et d'essayer de faire quelque chose aussi. Oui, parce que vous parlez, vous, carrément de scandale sanitaire. Oui, absolument, parce que ce sont des mineurs, que ces mineurs donc demandent à changer de sexe, je crois qu'on ne les avertit pas tout à fait des conséquences que vous évoquez dans le livre. Que ce sont des enfants des enfants et des mineurs qui sont en bonne santé physique et qui vont devenir, s'ils sont engagés dans ce processus, des patients à vie, ce qui n'est pas rien, qui seront probablement stériles, et que ces médicaments dont on nous dit parfois qu'ils sont réversibles ne sont pas tous réversibles et ont des effets secondaires parfois extrêmement importants. Oui. Et donc notre idée, c'est de dire on doit écouter ces jeunes qui souffrent, qui se plaignent. On doit les écouter, bien entendu, on doit les soigner, mais avant la majorité, rien d'irréversible. Oui, moi j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des processus qui étaient entamés avant même la puberté, parfois. Oui, pour bloquer la puberté. Pour bloquer la puberté, alors on nous dit... Mais comment des médecins acceptent ça? Alors justement, si vous voulez, moi je n'ai évidemment aucune critique, et bien entendu plutôt de la compassion pour ces adolescents qui expriment parfois une souffrance très grave, parfois pas de souffrance. Ils disent simplement, voilà, moi je me ressens garçon ou fille, et donc vous devez accepter ça. Ce qui est assez stupéfiant, c'est à la fois la réponse médicale et la réponse de la société et celle des médias. Et des médias en particulier. C'est là-dessus que j'ai commencé, sur la complaisance. Oui, qui banalisent, qui trouvent ça merveilleux, normal, voire joli, etc., etc. Et donc c'est cette réponse sur laquelle nous alertons en disant, 1, c'est pas banal, 2, c'est pas normal, et 3, on dit à des enfants des choses fausses. Oui, alors c'est pas normal, c'est une phrase qui peut ah oui, la normalité qui peut choquer, parce que comment on explique cette prise de conscience de l'identité sexuelle, enfin cette exacerbation du féminin masculin non genre. Je vous disais juste avant que j'avais reçu la semaine dernière, je vous conseille la lecture de ce livre Woke de Anne Toulouse, où elle raconte qu'aux États-Unis, dans les magasins, il y a le prénom de l'employé et en dessous le pronom par lequel il veut être désigné, c'est-à-dire s'il est il, elle ou un pronom neutre. D'accord. Alors ce sont donc des majeurs sur lesquels j'ai pas grand-chose à dire, mais non, mais il y a une question sur l'identité sexuelle. Absolument. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de mouvements avec les meilleures intentions du monde. Il s'agit de déstigmatiser, de tolérer, etc. Sur quoi, évidemment, je suis d'accord. Alors, les jeunes vivent dans la même société. Ils ne sont pas différents de la société dans laquelle ils vivent. Et donc, de tout temps,
les manifestations, on va dire, psychopathologiques des jeunes sont branchées sur les problèmes de société. Et donc, effectivement, dans la vie adulte, on a vu que voilà, beaucoup de choses changeaient, parfois pour le meilleur. Tout n'est pas, évidemment, tout n'est pas à jeter. Hein. Mais le fait que ça touche les enfants n'est pas surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est la réponse qu'on leur donne. Oui, absolument. Et sur, je regardais aussi, enfin, ce que j'ai vu dans votre livre, c'est l'emprise, c'est carrément sectaire. Parfois, il y a des témoignages glaçants de parents qui se sont trouvés désemparés face à des enfants qui, d'un seul coup, disent je suis garçon ou je suis fille. Et la mère dit, j'ai découvert ultérieurement que sa principale source d'information était Instagram, et en particulier des comptes de jeunes très militants qui encouragent à effectuer des transitions le plus rapidement possible. Oui, alors sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a une forte emprise qui s'exerce sur les réseaux sociaux. Ce sont les parents qui nous ont alertés sur ce que eux-mêmes appellent une emprise sectaire, où effectivement les jeunes se diagnostiquent eux-mêmes, trouvent d'autres jeunes qui les héroïsent. Ouais. On dit qu'ils sont stigmatisés, c'est plutôt le contraire. Ils sont héroïsés. D'une part, on leur demande de couper avec leur famille, on leur donne des indications pour faire pression sur les médecins, en particulier menacer de se suicider, ça marche très bien. Sauf que vous dites que les conséquences de la transformation, c'est parfois et souvent le suicide. Après la transformation. C'est-à-dire donc oui, il y a des pressions qui sont exercées. Oui, il y a des pressions qui sont exercées. Il y a surtout, on leur dit que tout va s'arranger, donc c'est une promesse de bonheur. C'est aussi entrer dans une famille. Enfin, ça a toutes les caractéristiques de l'emprise sectaire. Mais ce qu'on appelle la dysphorie de genre, ça existe, c'est-à-dire des filles nées dans des corps de garçons et des garçons nés dans des corps de filles. Écoutez, le mot dysphorie de genre, c'est une construction, comme tous les diagnostics. Tous les diagnostics sont des constructions. Est-ce que ça existe? De tout temps, il a existé une très très infime partie de la population, très infime, qui effectivement se déclarait ce qu'on appelle transgenre. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucun moyen de distinguer un jeune qui va changer d'avis. Ils sont 70 à 90% à changer d'avis, et quelqu'un qui va continuer. On ne sait pas comment faire. Peut-être qu'on le saura un jour, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Donc, à partir de là, on peut se dire prudence, puisque la majorité vont changer d'avis. Des adolescents qui seront passés par là vont parler de leur période trans. On se dit, ne faisons rien de définitif avant au moins, je dirais au moins, l'âge de 18 ans. Ils sont majeurs à 18 ans. Ils sont pas forcément très matures à 18 ans. Je le dis quand même. Oui, non, il faut. Mais ce qui est terrifiant, encore une fois, ce sont ces enfants, avant la puberté, où on décide de bien bloquer... avant la puberté. Les Américains disent qu'ils peuvent faire un diagnostic à 2 ans, ce qui est quand même assez surprenant. Il y a des internats, je parle des États-Unis, il y a des internats qui ont ouvert pour accueillir ces enfants, et donc qui sont séparés de leur famille et éduqués dans le sexe qu'ils disent ressentir. À partir de 2 ans, ça paraît quand même un petit peu choquant. C'est un petit peu compliqué. Vous dites, vous citez une étude IFOP pour Marianne qui révélait que 22% des 18-30 ans affirmaient ne pas se reconnaître dans les catégories hommes ou femmes. C'est quoi? C'est la construction de la société? Oui, c'est-à-dire il y a tout un mouvement qui met en cause la binarité, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, le patriarcat, tout ne serait qu'oppression. C'est ça quand même le discours, y compris la puberté qui serait une oppression. Voilà, donc, mais je veux dire, on peut toujours rêver. Je pense que tout le monde a rêvé de dire si j'étais un garçon, si j'étais une fille, etc. Et puis de temps en temps, on se heurte à une réalité qui ne vous empêche pas de rêver, mais qui donne des limites à la réalisation des rêves. Franchement, je conseille la lecture de votre livre, parce que
ce sont toutes les conséquences physiologiques, physiques, psychologiques, dramatiques. C'est dans ce cadre-là que vous parlez de scandale sanitaire qu'on n'imagine pas. Enfin, que moi j'ai découvert dans ce livre, qui sont absolument terrifiantes. Et vous parlez du cas de Keira Bell, qui est emblématique, qui est une jeune femme qui regrette sa transition, et c'est irréversible. Alors, non seulement elle regrette sa transition, mais elle a porté plainte. Elle a porté plainte contre les médecins. Je pense qu'on verra ça de plus en plus. Ouais. Elle regrette sa transition alors qu'elle s'est fait ôter les seins. Elle a fait une mastectomie. Aujourd'hui, on considère qu'il y a, alors majoritairement chez les filles, 10 à 20% de jeunes filles qui regrettent leur transition et qui ont fait des choses irréversibles. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Et le discours des médecins, on lui a enlevé les seins, c'est pas grave, ça peut se réparer. Comme si les seins c'était juste des boules de graisse ou de plastique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis là aussi, j'étais très surprise en lisant ce que vous écrivez sur la loi, parce que tout le monde a trouvé que c'était bien, cette loi qui empêchait les théories de conversion. Sauf que cette loi, s'il y a des effets pervers. Alors non, empêcher les théories de conversion, c'est très bien. C'est-à-dire empêcher. Bien sûr, des homosexuels pour qu'ils deviennent hétéros. Un jeune homme qui avait reçu. Sauf que la loi, elle va permettre aussi. Alors, la loi a été étendue. Donc, c'est ça. Thérapie de conversion, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Maintenant, il s'est agi, a été incluse dans la loi les thérapies. Voilà, qui prônerait plutôt la prudence, plutôt que d'accepter d'emblée que un garçon ou une fille qui veut changer de sexe, on dit tout de suite, mais oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est extrêmement grave. La loi était un petit peu atténuée parce que les sanctions seraient extrêmement importantes. Mais je pense que voilà, c'est une manifestation de la puissance du lobby LGBT. Oui, vous en parlez assez longuement. Oui, parce que vous dites une fille de 15 ans dont les parents refusent une mastectomie peuvent être poursuivis par la loi. Oui, c'est-à-dire elle pourrait porter plainte, mais je pense que les parents pourraient porter plainte aussi. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça serait un peu dommage que toutes ces situations soient judiciarisées, c'est pas le but. Quel conseil vous donnez aux parents, à des parents qui se retrouvent face à des enfants qui disent je suis garçon ou je suis fille? Alors, ne pas rester seul, ne pas penser que ça leur tombe dessus et qu'ils sont seuls au monde. Une association de parents en France s'est créée, Yopomoni, donc ils peuvent y adhérer et discuter avec d'autres parents, consulter pour eux-mêmes et avoir comme idée générale il faut attendre. Rien de définitif avant la majorité. Bon. Alors, dans chaque cas particulier, évidemment, la façon de faire sera différente. Mais je crois qu'il faut avoir en tête ne rien faire de définitif. Et essayer, évidemment, de ne pas couper les relations avec l'enfant, comme dans toute situation où un jeune est en difficulté. Et dire que la puberté est un âge où on se pose des questions, que c'est normal aussi de se poser des questions. Bien sûr. Encore une fois, les jeunes ne sont pas critiquables. La réponse qu'apporte la société, et certains médecins en particulier, est plus que critiquable. Et les médias qui sont responsables de cette complaisance. On voit énormément d'émissions qui valorisent ça, et on n'en voit pas qui ne les valorisent pas, alors que ces émissions existent, en particulier en Suède, et pourraient tout à fait passer sur des chaînes françaises. Et qui ne passent pas. Pas jusqu'à présent. Mais on ne désespère pas. La fabrique de l'enfant transgenre, comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est passionnant, ça se lit très facilement et c'est très concret sur les conséquences et peut-être la réalité, si on peut employer ce mot, de ce qu'est aujourd'hui la pression que peuvent exercer certains lobbies. Voilà, on va le dire comme ça. Merci beaucoup Caroline Eliachev d'être venue ce matin. Vous l'avez signé avec Céline Masson, qui, je crois, viendra dans quelques semaines également chez Patrick Roger. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Parlons vrai.